Bienvenue sur Gabrosi Handicap. Voici la 4e partie de ce résumé. Crimson et ses hommes avaient courageusement combattu pour assurer la victoire. Mais le doute commençait à s'installer après avoir vu l'énorme tornade créée par le dragon. Maintenant, ils n'étaient plus si sûrs de leur capacité en tant que chasseurs de dragons à abattre ce dragon en particulier. Avec son dernier lambeau de volonté et de détermination pure, il laisse échapper un cri de résolution. Il encourage son équipe à ne pas perdre les nerfs alors qu'ils effectuent une retraite tactique. Ces mots d'encouragement étaient tout ce dont son équipe avait besoin pour renforcer sa détermination. Le dragon, d'autre part, était résolu à en finir avec les chasseurs de dragons. Il n'allait pas simplement les laisser s'en tirer comme ça, la tornade qu'il avait invoquée autour de lui était là pour s'en assurer. Crimson a remarqué que la tornade de Disaster était plus rapide que la vitesse maximale de leur voiture et cela signifiait qu'ils ne pouvaient pas se contenter de battre en retraite sans précaution. Disaster a remarqué qu'il battait en retraite vers le soleil. Ce qui ne lui plaisait pas du tout. Crimson sait que la simple lumière du soleil ne pourra pas submerger un dragon supérieur en conditions optimales, et certainement pas le 3e siège. Elle sait que ses capacités régénératives peuvent contrer les dommages du soleil mais il sera néanmoins endommagé. Elle ordonne aux tireurs d'ouvrir le feu. Ils commencent immédiatement à tirer avec la mitrailleuse montée sur le camion. Ils tirent des balles d'argent sur la tornade de Disaster mais elle gèle avant d'atteindre le dragon. Il le dit à Crimson ce qui lui rappelle une idée fausse parmi les chasseurs de dragons. La plupart pensent que les balles d'argent gèlent le sang des dragons mais ce n'est pas le cas. Les balles d'argent gèlent la magie dans le sang d'un dragon donc quand elles entrent en contact avec quoi que ce soit contrôlé par la magie, elles gèlent immédiatement. Disaster se demande ce qui frappe sa tornade. Il pense que c'est une balle d'argent. Il est impressionné que Crimson ait pu se procurer une arme de si haute qualité. Elle lit dans ses pensées sachant qu'il penserait qu'elle a acheté une mitrailleuse qui tire des balles d'argent. Mais à la place, nous voyons que la mitrailleuse utilise des balles de plomb infusées avec la magie d'argent de Ragna. Comme les balles continuent de faire impact sur la tornade de Disaster, une colonne de glace continue de se générer. Disaster ne sait pas ce que Crimson prévoit. Il continue de conduire loin de la tornade, zigzagant et esquivant pour éviter les débris propulsés par elle. Disaster n'est pas dérangé par les attaques sur la surface de la tornade parce qu'il a un grand contrôle sur elle. Une fois de plus, Crimson lit ses pensées comme une voyante douée. Elle a autre chose dans sa manche. Elle donne l'ordre à ses hommes et ils commencent à tirer une autre série de balles infusées avec la magie d'argent de Ragna. Mais ces balles ont un impact beaucoup plus grand sur la tornade que les balles précédentes. Cet impact déstabilise la tornade de Disaster. Crimson est ravi que son plan fonctionne. Bien que les attaques n'aient pas été en mesure d'abattre la tornade, cela l'a poussé à augmenter considérablement sa puissance. Disaster est complètement désordonné. Il perd rapidement le contrôle de la tornade. L'un des chasseurs de dragons dit à Crimson que la vitesse de la tornade a grandement augmenté et elle lui dit que tout fait partie du plan. Elle leur dit à tous de continuer à tirer sur la tornade. Comme ils le font, ils génèrent plus de colonnes de glace qui déstabilisent encore plus la tornade. Disaster est à bout de nerfs et est visiblement enragé. Il jure de faire payer les humains pour ce qu'ils ont fait, en particulier les chasseurs de primes devant lui. Plus il se met en colère, plus la taille de la tornade augmente, détruisant tout ce qui l'entoure. Crimson sourit de plaisir sachant qu'elle l'a mise en colère. Disaster est au-delà de la rage maintenant, il promet aux chasseurs de primes qu'ils ne s'en tireront pas avec leur plan. À ce moment-là, sa tornade est complètement recouverte par une énorme colonne de glace. Soudainement, elle se brise. Disaster est choqué alors qu'il tombe du milieu de la tornade maintenant brisée. Coïncidence? C'est l'aube et il est choqué de voir le soleil se lever. Ragna infuse un mur avec sa magie d'argent qui a complètement brisé la tornade de Disaster. La Slim apparaît et attrape Disaster en pleine chute libre. Puis une flèche d'argent perce son dos et son sang commence à geler. Disaster n'a toujours aucune idée de ce qui se passe autour de lui. Il essaie d'invoquer sa magie du vent mais tout ce qu'il arrive à faire est une douce brise. Son cœur est blessé par la flèche qui arrête le flux de sa magie. Dans le désespoir et le désespoir, Disaster essaie de faire fondre la flèche avec sa magie du vent mais il est trop faible. Les 5 chevaliers maintiennent la flèche fermement pour s'assurer que Disaster ne s'échappe pas. L'effet de la flèche et du soleil combiné le fait s'enflammer. Juste à ce moment-là, le sol où la flèche était plantée a été déraciné par une étrange force. Puis la terre soulevée s'incline et les 2 chevaliers et Disaster tombent, brisant la flèche d'argent. Disaster est libre maintenant. Elle est tellement furieuse que les chasseurs de primes puissent lui faire subir des choses si imprononçables. Il essaie de retirer la flèche d'argent logée dans sa poitrine. Puis le camion que les soldats ont utilisé pour le distancer le frappe. Il est renversé avec plusieurs parties de lui éparpillées autour. Disa a l'impression de rêver alors que les soldats le détruisent. Crimson reconnaît que l'abattre n'était pas un simple exploit. Elle dit à Ragna que s'il s'était transformé en sa forme de dragon, il aurait été capable d'invoquer jusqu'à 8 tornades qui auraient contrecarré ses plans. Elle lui dit que l'orgueil même de Disa a causé sa perte. Une fois qu'elle a pu entrer dans sa tête et le provoquer pour qu'il essaie d'en finir avec elle, ce qui lui a garanti la victoire. La combinaison de la lumière du soleil, de l'argent et de la négligence était des facteurs majeurs. C'est sa liste des 3 choses qui peuvent abattre les dragons supérieurs. Pour tirer parti des faiblesses du dragon, elle a conçu des armes sophistiquées.
L'ajout d'argent et le terrain étaient en place pour s'assurer qu'elle puisse abattre le dragon. Elle dit à Ragnar qu'il devrait remercier Disaster de lui avoir permis de démontrer son véritable potentiel. Ragnar se souvient du moment où Crimson a été choisi pour la chasse au dragon, et de son vœu d'être reconnu comme un chasseur de dragons estimé. Ragnar considère maintenant Crimson comme l'un des meilleurs chasseurs de dragons. Il pense que Crimson n'a pas été du tout déconcerté par la bataille qu'ils viennent de mener. Il pense que c'était juste la façon de Crimson d'expérimenter ses capacités. Il est impressionné que Crimson sache tout sur les dragons. Il est également impressionné par le QI de combat de Crimson. Crimson est ravi que le dragon soit finalement abattu. Ragnar est en admiration devant à quel point Crimson est vraiment remarquable. Il croit qu'avec Crimson à ses côtés, ils seront capables de mettre tous les dragons à genoux. Ragnar fait le vœu de chasser Crimson une fois que tous les dragons auront été exterminés. Après la bataille, Crimson fournit aux chevaliers des véhicules et des armes pour s'échapper de la ville. L'un des chevaliers n'est pas trop content de s'enfuir mais Crimson lui dit que ce n'est pas un problème. Alors qu'il s'apprête à partir, Crimson jette un sort pour faire oublier au chevalier son existence. Sur ce, il tourne le dos au chevalier, dit à Ragnar de venir avec lui et disparaît. L'un des chevaliers appelle Ragnar et le remercie de les avoir laissés assouvir leur vengeance. Ragnar dit aux chevaliers que ce n'était pas seulement lui, qu'ils ont aussi beaucoup contribué. Les chevaliers sont reconnaissants pour son compliment et ils se serrent la main. Ils prennent cela comme une victoire pour tous les chasseurs de dragons. Les chevaliers partent et Monsieur Slim leur fait ses adieux. Crimson réalise le premier tour d'un magicien. Il sort une radio de son chapeau. De la radio, une voix d'homme parle, disant qu'elle a une annonce de l'armée royale inférieure. Il annonce une attaque de dragons à la frontière de la ville, disant aux citoyens d'évacuer vers la capitale. Il assure aux citoyens que la capitale est sûre et dit à ceux qui ne peuvent pas évacuer par eux-mêmes d'attendre le sauvetage de l'armée. Il demande aux citoyens de ne se rapprocher des frontières pour aucune raison que ce soit. À ce stade, Crimson éteint la radio, demandant à Ragnar ce qu'il en pense. Il dit à Crimson qu'il pense que c'est un piège. Crimson est d'accord avec lui, disant que l'armée bloquait la route d'évasion des citoyens. Ragnar dit à Crimson qu'il ferait mieux d'entrer en action. Crimson est d'accord, disant qu'il avait besoin d'un changement de décor pour la chasse. Slim a hâte d'entrer en bataille aussi. Ils conviennent tous de partir pour la capitale. La scène change 5 jours plus tôt. Une vue du château apparaît. Le roi a été choqué après qu'on lui ait dit que Donapiero avait été détruit. Il essaie de découvrir quelle ville l'a envahi mais sa garde lui dit que ce n'était pas une ville mais des dragons qui ont détruit Donapiero. Le roi est à nouveau choqué. La garde dit au roi qu'une tempête de foudre a ravagé la ville quand le soleil s'est couché, la réduisant en cendres. Il dit au roi que presque tous les gardes stationnés ont été éliminés. Il dit au roi qu'après l'orage, une horde de dragons est arrivée dans la ville, coupant toutes les communications avec elle. Le roi ordonne à la garde de former une unité composée de soldats stationnés dans les villes voisines et de les envoyer en tant qu'aide à Donapiero. Il dit aussi à la garde de recruter des chasseurs de dragons mais il leur ordonne de ne pas attaquer de dragons supérieurs quelle que soit la circonstance. La garde obéit à l'ordre du roi et s'en va. Le prêtre dit au roi que le récit de la garde lui rappelle un incident qui s'est produit 20 ans auparavant. Il dit au roi que quelque chose de similaire s'est produit lorsque Garnès a envahi Donapiero. Il dit au roi qu'une tempête de foudre est apparue qui a détruit l'armée garnésienne. Il dit au roi que ces dragons ont sauvé leur armée. Le roi avait espéré que les dragons restants dans cette région n'aimaient pas se battre. Il se demande ce qui a poussé les dragons à attaquer soudainement la ville. Il se rappelle que la capitale royale est protégée par une barrière magique. Il compare la force d'un seul dragon supérieur à des gens et il n'aime pas comment ça se présente. Juste à ce moment-là, une plume flotte devant son visage. Il lève les yeux pour voir une créature ressemblant à un oiseau volant au-dessus de lui, avec des milliers de plumes remplissant l'air. La créature descend et salue le roi. Elle s'excuse d'être descendue sans prévenir. Elle lui dit qu'elle est l'un de ceux à qui Dieu a accordé le titre de monarque. Elle lui dit qu'elle est le premier siège de l'aile sanglante, appelé Ultimacia. Le roi se lève de son siège, surpris que le dragon à aile d'ange se tienne devant lui. Ultimacia pense que son nom est trop grand pour elle. Il lui demande comment elle est passée à travers la barrière. Elle explique ce qu'elle sait de la barrière solaire en lui disant qu'elle est toujours fonctionnelle. Elle lui dit que même si elle est calme, elle fait de son mieux pour supporter la chaleur. Elle lui dit qu'elle ne peut pas rester trop longtemps à cause de cela. Le roi est vraiment surpris qu'Ultimacia soit apparue devant lui parce que depuis que la guerre entre les hommes et les dragons a commencé, elle n'était pas apparue une seule fois. Ultimacia l'assure de ne pas avoir peur. Elle lui dit que bien que ses officiers ne bougent pas, ils sont indemnes. Elle lui dit qu'elle a juste manipulé le temps et immobilisé le monde. Elle lui dit qu'elle l'a fait parce qu'elle ne peut pas être repérée dans la capitale royale puisqu'elle est un monarque dragon. Elle lui dit que c'est une mesure qu'elle doit prendre puisqu'elle a dû le voir d'urgence. Le roi lui demande pourquoi elle est venue le voir. Elle lui dit qu'elle est venue s'excuser. Le roi est surpris par sa réponse. Elle lui présente une tête de dragon. Elle lui dit qu'elle ne voulait pas que Donapiero soit attaqué mais que ce dragon particulier a détruit la ville rapidement sans raison. Elle lui dit que le moins qu'elle puisse faire est de punir l'auteur et de l'amener devant le roi comme preuve. Elle s'excuse de manquer d'autorité. Le roi est un peu perplexe. Il est surpris qu'elle soit si calme et compatissante.
Il n'arrive pas à croire qu'elle est vraiment un dragon. Le roi estime que puisqu'il peut encore se déplacer et que la barrière magique est toujours en place, il peut lancer une attaque contre Ultimacia. Il exclut immédiatement cette option car il sait que cela pourrait déclencher une guerre totale qui détruirait son royaume. Il réfléchit à toutes les possibilités et accepte les excuses d'Ultimacia. Elle le remercie de les avoir acceptées. Elle lui explique qu'elle ne voulait pas que le peuple du roi ait peur de la mort, elle voulait simplement qu'il disparaisse discrètement. Le roi ne comprend plus ce qu'elle dit. Il lui dit qu'elle ne fait pas de sens, car elle avait dit plus tôt qu'elle ne voulait pas attaquer Dona Piero. Elle lui explique qu'elle n'avait pas l'intention d'attaquer Dona Piero, mais que le pays doit être détruit de toute façon car Dieu l'a ainsi décrété. Elle lui dit qu'elle se prépare secrètement depuis un moment pour anéantir le pays en une seule fois. Elle affirme que le chaos sera inévitable maintenant qu'un pays a été attaqué. Elle lui dit également que des gens vont s'expatrier vers d'autres pays. Elle lui dit qu'elle ne peut pas laisser cela se produire. C'est pourquoi elle a ordonné des attaques sur les villes frontalières du pays. Elle lui dit qu'aucune âme ne sortira indemne du pays. Le roi lui demande d'annuler son attaque, mais elle lui dit qu'il est trop tard. Il lui dit que ses actions pourraient conduire à une guerre avec son pays. Elle le rassure en disant que cela n'ira pas jusque-là, car ce serait un bain de sang à sens unique. Elle s'excuse auprès de lui pour cela. Il lui demande si elle peut négocier, mais elle lui dit que ce n'est pas possible. Elle veut lui demander quelque chose, mais il la coupe, lui disant qu'il a pris sa décision. Il active sa bague, qui puise le pouvoir de la barrière solaire et le transforme en une arme. Il se prépare à lancer l'attaque contre Ultimacia, mais soudain son prêtre se lève et l'attaque en premier. La main du prêtre s'est transformée en une tête de dragon. Il dit au roi qu'il ne peut pas permettre que leur monarque soit blessé. Ultimacia remercie Nebulim d'avoir créé un bouclier pour la protéger. La tête de dragon demande également des remerciements, mais elle lui dit qu'elle ne lui a pas donné l'ordre d'éliminer le roi. La tête de dragon, appelée Borghi, lui dit qu'il ne l'a pas éliminé complètement, mais qu'il lui a infligé suffisamment de dommages pour l'immobiliser. Il lui dit qu'elle comprendra sa technique en vieillissant, mais elle lui dit qu'elle n'aime pas être si brutale. Elle remonte le temps pour guérir le roi et s'excuse auprès de lui une fois qu'il reprend conscience. Il se demande comment il est encore en vie. Elle explique comment elle a remonté le temps pour restaurer son corps. Il lui demande si elle est une sorte de Dieu, mais elle lui dit qu'elle n'est qu'une servante de Dieu. Il lui demande si c'est la volonté de Dieu que le pays périsse. Elle lui dit qu'il n'y a pas de moyen de s'échapper, car c'est la volonté de Dieu. Elle lui dit qu'il peut cependant échapper à la peur et à la souffrance. Elle lui demande sa coopération pour apaiser autant de gens que possible sans les faire souffrir. Elle lui dit de diriger son peuple car il en est le roi. Elle lui tend la main et il la prend. Quelque temps plus tard, nous voyons que l'armée royale de l'Aise évacue tous les citoyens à cause d'une attaque de dragons à grande échelle en cours dans une ville près de la frontière. Le roi est informé que le nombre de réfugiés arrivant dans la capitale devient incontrôlable, mais nous pouvons voir qu'il y a définitivement quelque chose qui ne va pas avec le roi car il a l'air d'avoir la pire gueule de bois du monde. Le roi a l'air de pourrir de l'intérieur alors qu'il dit simplement de laisser entrer tous les réfugiés et d'arrêter de s'inquiéter pour l'avenir. La tête qu'Ultimacia gardait sur son épée comme une sucette est miraculeusement encore vivante. En parlant du roi, il dit que peu importe à quel point quelqu'un est fier ou capable, cette personne aura toujours l'air si dénuée d'âme après sa mort car son esprit est parti. Ultimacia arrive, surprise de le voir encore vivant et pas réduit en cendres, alors elle décide de le mettre à jour sur la situation. Leur plan incroyablement diabolique est déjà en marche et dans 10 jours, ils pourront donner à toutes les personnes rassemblées dans la capitale une mort paisible, comme le désire depuis toujours la psychopathe qu'est Ultimacia. Elle punit la sucette pour l'avoir interrompue et révèle qu'ils ont un gros problème, le 9e siège des dragons a été vaincu par Staria, la 2e princesse du royaume, donc elle a envoyé 2 autres dragons assis après elle. En plus de cela, 3 autres dragons assis ont disparu et nous voyons que ce sont les 3 dragons que Ragna a tués. Un ancien lui a dit qu'ils ont été vaincus par une menace totalement inconnue, mais le monstre sans corps est tout excité par cette information. Ultimacia le punit impitoyablement à nouveau puisque ses actions inconsidérées sont la raison pour laquelle sa tête a été séparée de son corps. Elle lui rend son cœur alors qu'il promet d'arrêter de faire l'idiot et elle explique que sa punition n'est que temporairement suspendue. Elle lui ordonne de s'occuper de cette menace inconnue et nous apprenons que ce type est dangereux. Il est le 2e siège, la griffe de foudre Wolkamui. Ce dingue veut un baiser en récompense s'il réussit, mais Ultimacia n'en a rien à faire. Il lui dit qu'il n'a pas besoin de se précipiter puisqu'il est si rapide et il part instantanément comme l'éclair. Nous voyons ensuite ce qui s'est passé dans le futur de Ragna. Il explique qu'il s'est retrouvé dans cette terrible situation après avoir poursuivi le sang de l'aile et qu'il a perdu. Ragna est entouré de tous les dragons assis dans le sang de l'aile et il est furieux contre lui-même d'avoir encore une fois survécu sans pouvoir accomplir quoi que ce soit. Tous les autres humains ont péri donc les dragons prennent tour à tour pour partager leurs opinions sur ce qu'ils devraient faire de Ragna. Bien sûr, ces types sont absolument diaboliques donc ils veulent tous mettre fin à sa vie et le seul différent porte sur la façon de procéder. Certains de ces dragons assoiffés de sang veulent le manger et d'autres veulent l'utiliser dans leurs expériences. Il y en a quelques-uns qui s'en fichent et un qui, bizarrement, veut l'achever avec le moins de douleur possible.
Ragnar s'enfonce de plus en plus dans sa rage intérieure alors que tous ses ennemis sont juste devant lui mais qu'il ne peut plus bouger son corps. Dans ce futur, Léo est mort et il souhaite que ce soit lui qui soit mort à la place. Ragnar condamne sa propre faiblesse mais réalise que cette fois même sa vie ne sera pas épargnée. Il est fatigué de toute la colère, de toutes les épreuves qu'il a endurées, et se demande s'il peut enfin trouver la paix maintenant qu'ils vont lui ôter la vie. Malheureusement pour lui, Wol-Kamui peut dire que Ragnar se sent soulagé à l'idée de mourir donc ce diable décide qu'il ne devrait pas le tuer. C'est un psychopathe absolu qui veut juste que Ragnar soit forcé de vivre dans son propre cauchemar. Certains sont en désaccord mais le deuxième siège souligne qu'ils ne font preuve de pitié pour personne. Wol-Kamui demande si quelqu'un y voit un inconvénient et Ultimacia donne son opinion en détruisant ce type. Elle rappelle à tout le monde à quel point elle déteste ceux qui perturbent l'harmonie et ordonne à Wol-Kamui de la fermer. Ultimacia demande que tous prennent son opinion en considération et révèle de manière choquante qu'elle souhaite accueillir Ragnar dans leur lignée. Le désaccord de Camille est accueilli par une lame dans la tête et Ultimacia se présente à Ragnar en tant que progénitrice du sang de l'aile. Elle remarque que son épée ressemble à celles utilisées par les chasseurs de dragons dans un certain royaume. Elle pensait que c'était un pays absolument magnifique mais elle l'a inévitablement réduit en cendres. Ultimacia pensait avoir anéanti toutes les créatures vivantes de ce pays mais réalise maintenant que Ragnar est le seul survivant. Il a également réussi à rester en vie juste à l'instant alors elle détermine que cela doit être la volonté de Dieu qu'il continue à vivre. Cette folle est super heureuse qu'il ait survécu et un type aux longs cheveux d'elfe explique ce qu'Ultimacia essaie de dire, l'accueillir dans la lignée signifie qu'elle veut le transformer en dragon. Il est expliqué que les dragons inférieurs ne sont que des bêtes nées du sang de dragons supérieurs. Les dragons supérieurs comme eux sont ceux qui sont capables de prendre forme humaine. Ils ont tous reçu le sang de leur progénitrice et étaient des humains. Ragnar est choqué par tout cela et on lui dit qu'il devrait se réjouir puisqu'il reçoit le don d'évoluer en une forme de vie bien supérieure aux humains. Ragnar refuse, empli de rage, et souligne qu'ils ont mis fin à la vie de tant de personnes qui lui étaient chères, surtout Léo. Ragnar leur ordonne avec colère d'ôter sa vie mais les autres font remarquer qu'une fois qu'il sera devenu dragon, toute sa haine s'estompera. Ultimacia explique qu'elle veut le sauver de son cauchemar et se prépare à enfoncer sa lame de sang dans son cœur pour commencer la transformation. Il la supplie d'arrêter mais elle l'encourage à ne pas s'inquiéter, Ragnar restera lui-même et seule sa façon de voir le monde changera. Elle plonge l'épée en lui et l'horrible douloureuse transformation commence. Ultimacia chuchote que de toutes les choses qu'elle peut faire pour lui, ceci est son ultime réparation. De retour au présent, Ragnar se réveille et Crimson demande bientôt s'il s'est rappelé quelque chose d'utile. Ragnar l'ignore pour penser que Crimson est une vraie ordure, mais il la préfère encore à Ultimacia. Au moins, Crimson est très direct sur à quel point elle est détestable, tandis qu'Ultimacia agit avec beaucoup de gentillesse et de tendresse tout en commettant un meurtre de masse à une échelle ridicule. Ragnar et Ultimacia de toute son âme et jure de la traquer à nouveau. Crimson réfléchit également de son côté et se demande quel prix Ragnar serait prêt à payer pour utiliser toute l'étendue de son pouvoir, qui est encore inconnu à ce stade. Crimson préférerait attendre quelques années et se préparer minutieusement avant d'essayer de combattre Ultimacia. Malheureusement, elle sait que le sang de l'aile est bien conscient de la disparition de leurs camarades. Elle est certaine qu'ils vont lâcher Wol-Kamui et que c'est terrible pour eux puisqu'il est leur combattant le plus puissant. Tout cela étant, elle détermine que le moment de tendre une embuscade à Ultimacia est maintenant. Crimson a un plan au cas où Ragnar perdrait et explique qu'il est un outil irremplaçable pour elle. Nous voyons ensuite qu'Ultimacia parle à son dieu, qui est pratiquement un bébé, et elle confirme que ce dieu veut que tout soit détruit sauf lui. L'enfant ne sait même pas ce qu'elle est alors Ultimacia détermine que c'est parce que l'Aile n'existe tout simplement plus dans l'esprit de son dieu. Cela signifie que l'Aile doit être anéanti. Et en tant que membre de Dieu, les dragons exécuteront la volonté de leur dieu. Cette nana a clairement une case en moins. Elle est en deuil de la mort de ses camarades dragons et leur explique qu'ils n'étaient tout simplement pas aptes à être dans leur lignée. Ils n'étaient pas faits pour être les membres de leur dieu mais elle espère que la destruction de l'Aile pourra leur être offerte. Notre groupe arrive dans la partie animée de la ville et Crimson explique qu'ils devront passer par le deuxième château pour accéder au vieux quartier. Elle veut qu'il l'appelle Véronique pour l'instant mais Ragnar n'écoute pas, trop occupé à vomir tout son petit déjeuner. Il y a beaucoup trop de monde et Ragnar a le mal des foules. Crimson fait remarquer que la ville où il vivait avant était assez grande aussi, alors Ragnar réalise qu'il était à l'aise uniquement parce que Léo était toujours avec lui. Crimson se demande s'il devrait abandonner la traque à cause de ça, mais notre garçon a une détermination effrayante. Il explique que peu importe à quel point il se sent mal, même si ses membres sont arrachés de son corps, si Ultimacia entre dans son champ de vision, il mettra fin à sa vie. Crimson décide qu'elle peut lui montrer un tout petit peu d'affection et lui dit de la considérer comme le remplaçant de Léo, mais il répond qu'elle ne pourra jamais remplacer son ami le plus cher. Crimson lui dit d'aller se suicider et Ragnar retrouve ce qu'il restait dans son estomac. Ils finissent par arriver dans le vieux quartier et Crimson laisse Ragnar avec Slim pour faire des préparatifs. Elle rappelle à Ragnar de rester là où les gens ne le verront pas et de ne pas prononcer le nom de l'ennemi à voix haute. Crimson lui donne encore plus de règles et Ragnar résume ça en disant qu'il doit juste ne pas attirer l'attention et fermer sa gueule. Crimson part et remarque qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans le coin.
Quelque chose cloche cependant, puisque l'afflux de réfugiés dans la capitale aurait déjà dû dépasser les 2 millions et la ville aurait dû être inondée de gens. Cela ne peut signifier qu'une chose, les dragons réduisent sournoisement le nombre de personnes sans que personne ne s'en aperçoive, comme un estomac qui digère la nourriture avalée. Un massacre de toute la population se prépare. Dans le château, nous voyons qu'elle a raison, alors que Nebulim a fini ses exécutions pour la journée, il explique au dragon armé Borghi qu'Ultimacia voulait voir elle-même l'état des réfugiés. Borghi est choqué d'apprendre qu'elle est sortie en public et réprimande Nebulim de ne pas l'avoir empêchée, car c'est leur devoir en tant que dragon mature de protéger la progénitrice de ses propres comportements impulsifs. Borghi n'a pas le temps d'écouter les excuses alors Nebulim se contente de lui dire où elle se trouve et nous voyons qu'elle s'est déguisée avec des cheveux bleus et des lunettes. Ailleurs, nous voyons que le lieutenant général s'occupe d'affaires importantes et est interrompu par Crimson. Quelques secondes plus tard, ce type est à genoux en suppliant Crimson de le prévenir à l'avenir de ses visites, et il prétend que c'est pour pouvoir l'accueillir comme il se doit. Crimson punit le pervers et lui rappelle qu'elle lui avait ordonné de recueillir des renseignements en se faisant passer pour un officier de haut rang de l'armée. Son vrai nom est Golem et il explique qu'il a bien fait son travail. Elle ordonne à une fille nommée Chimère de sortir également et annonce à cette espèce de chat qu'elle va faire s'affronter Ragna et Ultimacia. C'est incroyablement choquant alors elle explique que tout le monde devra coopérer s'ils veulent avoir la moindre chance de gagner. Ailleurs, Ragna et le Slim vont voir ce qui attire les gens. L'enlèvement d'une bâche révèle plusieurs dragons morts congelés. Les citoyens sont informés que leur ville subit un niveau sans précédent d'attaque de dragons. Ce type donne un discours inspirant pendant que les dragons sont consumés par le soleil et il révèle que leur armée a anéanti des centaines de dragons. Il les assure qu'ils extermineront jusqu'au dernier dragon qui ose s'en prendre au royaume et la foule éclate en acclamations. Le petit Slim pense que les humains s'emballent un peu et fait remarquer qu'il pourrait avaler toute la foule en moins de 60 secondes. Ragna décide de partir mais est alors totalement abasourdi lorsqu'une fille avec une capuche passe à côté de lui. Son esprit revient à la toute dernière chose que Crimson lui a dite avant de le quitter, elle a dit que si par hasard il tombait sur Ultimacia, en aucun cas il ne devait tenter de la combattre seul car à ce moment-là, la chasse serait sûrement terminée. Malgré les chances impossibles, Ragna s'est retrouvé exactement dans cette situation. Ultimacia vient juste de passer à côté de lui et la rage submerge chaque centimètre de son corps. Plus choquant encore, Ultimacia, ne sachant pas encore qui il est, revient vérifier s'il va bien et Ragna lutte pour contenir sa fureur.